Bonjour à tous, bienvenue à ce Parlons Migration. Donc, je suis Angéline Escafré-Dublé, je suis politiste et historienne de l'immigration. Je suis maître de conférences en sciences politiques à l'Université Lyon 2 et je suis actuellement directrice du département Intégrère. Je travaille sur l'intégration et les discriminations à l'Institut Convergence Migration. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de présenter le dernier ouvrage de François Héran, donc, qui est devenu récemment le président de l'Institut Convergence Migration, mais qui en est le fondateur et qui en était jusque-là le directeur, et qui est donc professeur au Collège de France et qui a chaire migration et société. Donc, cet ouvrage, alors si je n'avais pas le fond flou, on le verrait mieux, s'intitule Immigration, le grand déni. Voilà, merci. Et est publié au Seuil dans la collection La République des idées, donc en ce début d'année 2023. Donc la manière dont on va procéder pour ce petit séminaire qui donc dure 1 heure, c'est que je vais te donner la parole pour une demi-heure de présentation, une trentaine de minutes de ton ouvrage. Ensuite, j'apporterai quelques éléments de réflexion que m'inspire cet ouvrage, des pistes d'approfondissement et surtout de discussion, puisque les participants peuvent poser des questions sur le chat, dont je m'efforcerai de synthétiser leurs questions pour te poser les questions. Donc, toi, tu n'as pas à t'occuper du chat, c'est uniquement moi qui m'en occupe. Donc, après cette brève présentation, tu as la parole et je me permettrai de te signaler que tu es arrivé à 30 minutes lorsque ce sera le cas, puisqu'on n'est pas dans la même pièce et que c'est un peu difficile de faire passer un papier qui indique le temps est passé. Voilà, donc déjà, je t'annonce que tu entendras ma voix résonner Très euh, bien, pendant cette présentation, mais je te laisse la parole pour nous présenter ce dernier ouvrage. Et très merci d'avoir bien. accepté de le présenter ici à Parlons de Migration. Alors, merci Angéline. Tu es tout à fait la personne adéquate pour commenter cet ouvrage, notamment parce que tu as rédigé dans AOC, Analyse Opinion Critique, la revue en ligne que nous connaissons bien, un article sur le projet de loi Darmanin, qui est l'un des objets centraux de mon livre. Et donc, c'est, je pense, outre donc ton esprit critique bien connu, mais positif, te désignait tout naturellement pour cette discussion. C'est un ouvrage qui, beaucoup plus que mes précédents, est un ouvrage d'intervention. J'étais frappé de voir que très souvent, à la fin de mes cours au Collège de France, des, euh, des auditeurs, des spectateurs du collège, enfin, qui descendaient me voir et disaient, mais enfin, Monsieur Véran, comment ça se fait que tout ce que vous dites sur l'immigration, sur les flux migratoires, sur la politique migratoire, les droits, comment ça se fait que vous ne soyez pas écouté du politique, comment ça se fait qu'on ne vous voit jamais à la télévision, dans les médias, etc. Et certains me disaient, mais est-ce que vous avez écrit tout ça dans des ouvrages, etc. Donc c'est un peu aiguillonné par mon public. Bon, j'avais l'intention de le faire, mais mon public a vraiment contribué à accélérer le processus. Qu'un beau week-end excédé par tout ce oui, excédé, parce qu'il y a des émotions qui sont légitimes. On dit souvent passion versus raison, et on condamne la passion, tout devrait être raisonnable, mais je pense qu'il y a des passions qui sont raisonnables, il y a des indignations qui sont légitimes, que c'est un ressort normal du travail du chercheur. Je crois qu'il faut défendre cette idée. Donc, il y a de l'émotion contenue dans cet ouvrage, même si évidemment, j'essaie de m'appuyer d'abord et avant tout sur des données ou sur des lectures précises de l'actualité, des lectures juridiques. Enfin, il y a toute une base informative qui est, je crois, assez solide, mais aussi des analyses critiques sur la politique migratoire et notamment sur le projet, le défunt projet, on ne sait pas trop, on en reparlera, de la loi Darmanin du SOPT. J'avais donc, dans un moment de concentration assez intense, rédigé une grande tribune dans Le Monde qui faisait une page entière, et le livre est un peu le développement de cette page, puisque Pierre Rosan Vallon, le directeur de la collection à la République des idées, m'a demandé de faire ce développement, et ça tombait bien, j'étais totalement prêt pour le faire. C'était compliqué parce que il fallait rendre le manuscrit, en principe, le 3 décembre pour une sortie le 3 mars. Alors, la sortie le 3 mars est restée,
mais le 3 décembre, on n'avait aucune idée du calendrier législatif, du calendrier parlementaire. Et là, j'ai dit aux éditions du Seuil, écoutez, il va y avoir un projet de loi qui va sortir, le Conseil d'État va se prononcer, il y a un débat sans vote au Parlement, à l'Assemblée nationale d'abord, au Sénat ensuite, qui est prévu, où chacun va devoir exposer ses principes, ses positions. Donc, laissez-moi le temps de voir tout ça. Et finalement, j'ai remis le manuscrit aux alentours du 20 janvier pour une sortie le 3 mars, ce qui évidemment est de la part des éditions du Seuil un exploit, mais je voulais aussi, et ça c'est important, intégrer dans ce travail tous les chiffres sur l'immigration qui sortent habituellement au mois de janvier, hein, au début janvier, notamment la Direction générale des étrangers en France dresse le bilan des titres de séjour, enfin c'est une date importante. Donc c'est un livre qui est d'actualité, qui épouse l'actualité, même si cette actualité ne cessait de changer de semaine en semaine, et donc j'ai beaucoup réécrit ce livre en cours de route, hein, je l'ai constamment réécrit, il y a des pages qui ont été réécrites 10 fois, notamment l'introduction. Mais en même temps que je commente l'actualité, et bon, un peu à froid, pas à chaud comme le font les journalistes qui doivent le faire à la limite le jour même, le lendemain, donc c'est un peu plus commode. En même temps, j'ai essayé de mettre en perspective les données dont on dispose sur l'immigration et de délivrer un message qui soit aussi clair que possible, tout en étant quand même complexe. Donc, par exemple, il faut expliquer que oui, c'est vrai, on n'a jamais eu autant d'immigrés que maintenant dans la société française. Leur nombre ne cesse de croître depuis l'an 2000, parce que, en réalité, entre 1974 et 2000, la proportion d'immigrés dans la population française a stagné aux alentours de 7,5%, 8%. Pourquoi je prends cet indicateur? Ce n'est pas le seul que je prends. J'étudie aussi l'évolution des titres de séjour, mais je me suis dit que pour éviter toutes les polémiques sur mais on prend les entrées, on oublie les sorties, etc., j'ai volontiers pris un indicateur qui est au fond la résultante de tous les flux migratoires, d'entrée et de sortie, la résultante aussi des décès, parce que les migrants meurent aussi, hein, ça fait partie évidemment de la dynamique démographique de la migration. Et donc, mon principal indicateur, et pour la comparaison internationale, je le retiens aussi, c'est quel est le pourcentage d'immigrés, au sens INSEE du terme, dans la population française depuis qu'on la connaît. On la connaît depuis euh, le milieu du 19e siècle, mais enfin, après les grandes augmentations des après-guerres, de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, il y a eu cette stagnation de 1974 à 2000, qui est très marquée, qui est liée à... Alors, il y a plusieurs explications, hein. J'ai lu Sylvain Laurence et tout ce qu'il a écrit sur la politique migratoire de la direction de la population d'immigration. On a tiré profit, au fond c'est un peu ça la thèse de Laurence à laquelle j'adhère, tiré profit de la crise du pétrole, de l'arrivée du chômage massif, c'est-à-dire à partir de 73-74, pour essayer de modérer les flux. On voulait même faire rentrer chez eux des quantités de travailleurs algériens. Ça n'a pas marché parce que bizarrement, l'Algérie n'était pas d'accord. C'est une petite chose en passant. Mais ce sur quoi j'attire l'attention, c'est ce qui s'est passé à partir de l'an 2000. Et un peu partout dans le monde, et ce n'est pas facile de l'expliquer, j'esquisse une explication et il faudrait certainement l'approfondir. Depuis l'an 2000, le pourcentage d'immigrés dans la population française ne cesse de progresser, avec des petites variations. Sarkozy a un peu ralenti le rythme de progression, mais en gros, quelle que soit la majorité politique, depuis le dernier septennat de Chirac jusqu'au premier quinquennat de Macron, la proportion d'immigrés dans la population française ne cesse de progresser. On est aux alentours de 11%, c'est un peu plus à mon avis, 12%, mais je n'insiste pas beaucoup sur cette différence qui n'est pas vraiment fondamentale, qui ne change pas l'ordre de grandeur. Et déjà, ça c'est extraordinairement frappant. Comment se fait-il que malgré 22 lois depuis 1986, hein, la première loi Pasqua, parce qu'il y a eu les secondes lois Pasqua en 93, comment se fait-il que cette progression perdure? On peut calculer des taux de progression annuels, c'est ce que je fais, sur 20 ans, sur plus de 20 ans, malgré cette inflation législative. Le terme n'est pas de moi, c'est le terme, ou inflation normative, c'est le terme utilisé par le Conseil d'État dans plusieurs rapports. Il y a au moins 3 rapports du Conseil d'État dénonçant l'inflation législative, dénonçant le fait que chaque loi
succède à une autre sans que la précédente ait été sérieusement évaluée. Chaque loi vient compliquer le système, vient compliquer le travail des agents censés traiter les demandes d'admission au séjour, les demandes de renouvellement de titre, les demandes de régularisation, et on va voir que ça crée des problèmes considérables de traitement. Donc, cela dit, il y a deux modulations que j'apporte. Cette progression est très nette, mais elle est moindre que ce qu'on observe dans les pays occidentaux. Alors, il faut écarter euh, la bande verticale des anciens pays communistes d'Europe centrale qui va des pays baltes à la Slovénie, en passant surtout par la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, où là, il y a peu de migrants parce que ce sont des pays d'émigration, surtout pas d'immigration. Ils ont certes une politique très peu accueillante, mais enfin, le facteur essentiel qui explique qu'il y ait si peu d'immigration dans ces pays-là, c'est l'absence de tradition migratoire pendant les 40 ans du communisme, et surtout le fait qu'aujourd'hui, ce sont des pays d'émigration, qui ont beaucoup émigré, notamment vers l'Angleterre, hein, comme on sait. Et depuis le Brexit, ces gens-là, soit sont retournés, mais enfin pas tellement, et ils se sont plutôt repliés sur l'Allemagne. Hein. Ils ne sont pas allés en France. Et là, j'empiète déjà sur un thème très important du livre, c'est que la France n'est pas aussi attractive qu'on se plaît à le croire ou qu'on dénonce ou qu'on se plaît à le dénoncer. Euh, le, donc, première modulation, certes, une augmentation forte de l'immigration depuis 2000, mais pas aussi forte que dans le reste des pays européens. Et là, j'utilise un indicateur qui n'est pas l'indicateur INSEE de l'immigration, mais l'indicateur ONU, Eurostat classique, qui est simplement le fait d'être né dans un pays et de vivre de façon durable dans un autre. Donc, ça ne donne pas exactement les mêmes pourcentages d'augmentation. Moi, j'explique un peu ça au passage, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Et on pourra me reprendre là-dessus si on veut être vétilleux ou pointilleux. Euh, En fait, nous avons un rythme d'augmentation de l'immigration qui est assez modéré par rapport à ce qui se passe chez tous nos voisins. Hein. Ça, c'est assez frappant. Mais pour autant, il y a bel et bien une progression, il ne faut pas la nier. Donc voilà un peu le double message. Ensuite, j'entre dans le détail des titres de séjour, une chose dont on suit depuis longtemps, qui est parfaitement étayée par la Direction générale des étrangers en France, le fameux fichier AGDREF, auquel il faut ajouter un certain nombre de choses comme les dublinés, etc. Et c'est sur le site d'Eurostat qu'on a souvent d'ailleurs l'harmonisation européenne effectuée. Mais enfin, je repars des chiffres de la Direction générale des étrangers en France. Et là, contrairement à tout ce qu'on dit, enfin, le décalage est complet entre le débat politique et les données dont on dispose. Ce qui a le plus augmenté en nombre depuis 2000, ce sont les étudiants internationaux. Bon, je ne reviens pas sur la polémique fameuse qui avait opposé Michel Tribala et Patrick Veil sur est-ce que les étudiants sont des immigrés ou pas. Pour Eurostat, pour l'Europe, pour la statistique française, ce sont bel et bien des étudiants s'ils ont une durée de séjour d'au moins un an. Et donc là, on ne doit pas faire d'hypothèse sur leur séjour futur ou leur propension à rester ou à repartir. Donc, 50% d'augmentation en une quinzaine d'années, c'est évidemment beaucoup, c'est moins que la progression de la migration estudiantine dans le monde, qui avait été très poussée par l'immigration d'étudiants chinois, mais pas seulement. Et là, il y a une première contradiction. Plusieurs projets, on l'a bien vu lors des campagnes électorales de l'année 2022, aussi bien les campagnes présidentielles et législatives que les campagnes internes au parti pour se disputer la présidence du parti. Beaucoup ont dit, mais il faut réduire le nombre d'étudiants, il y en a trop. Et dans le projet Darmanin-Dussopt, révisé par le Sénat tout récemment, on revient encore aussi sur la réduction du nombre d'étudiants. Parce qu'on trouve qu'il y a trop d'Africains, trop de Maghrébins là-dedans. Et là, c'est un sujet intéressant qui n'est jamais posé. Ça sert à quoi la francophonie? La francophonie avec un grand F, qui est une institution dotée de pas mal de ressources, qui est un reste post-colonial sans aucun doute. Eh bien, si on veut interdire aux étudiants francophones de venir parler français en France, c'en est fini la francophonie. Il y a eu des projets pour faire en sorte que les cours de français soient diffusés à distance, mais ou bien on assume la francophonie, ou bien on la rejette. Eh bien oui, comme les Anglais, une bonne partie de nos étudiants étrangers, à peu près la moitié, viennent de nos anciennes colonies.
c'est un phénomène qui n'est pas très surprenant en soi et voilà, sur lequel il faut réfléchir. De la même façon, je suis frappé de voir, alors c'est peut-être un raisonnement inverse, que lorsqu'on dit dans la loi Darmanin-Dussopt qu'il faut absolument savoir le français le plus tôt possible, dès la première année, si on veut renouveler le titre de séjour, obtenir un titre de plus d'1 an, il faut absolument passer un test de français, pas simplement s'engager à suivre des cours de français comme c'est le cas actuellement dans le contrat d'intégration républicaine, mais passer un test. Et là, le Sénat enfin, a fait une chose vraiment étrange. Euh, on sait qu'il y a un cadre de référence européen pour définir le niveau de langue, mais quand on regarde les phrases qui ont été formulées par le Sénat, ils ont pris des bouts de phrases empruntés à 3 niveaux de langue différents. Alors, je ne décris pas ça dans mon livre, ça c'est un addendum que je place ici, mais bon, il y a une grande confusion. Est-ce que c'est A1, A2, B1, et ce que veulent les sénateurs, c'est en gros du B1 dès la première année. Et là, je fais une critique que nous avons déjà développée dans le numéro de de facto consacré au projet de loi Darmanin-Dussopt. Il faut lire ce que Caroline Saglio a écrit à ce sujet, ce que moi-même j'ai pu lire aussi plus rapidement. C'est une philosophie très étrange qui est que pour intégrer, il faut ne prendre que des gens qui soient déjà intégrés, quoi. Enfin, il faut on met, c'est la formule que j'utilise souvent, peut-être trop souvent, mais la solution consistant à mettre la barre linguistique toujours plus haut et toujours plus tôt est, à mon avis, contraire à la mécanique, à la dynamique habituelle de l'intégration. On apprend la langue dans les communautés de travail, de voisinage, à l'école, etc. Et exiger un niveau de français aussi élevé dès la fin de la première année, c'est complètement irréaliste et c'est contraire à tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Et toi, Angéline, historienne, tu as sans doute une opinion là-dessus. Or, c'est le premier article de la loi, c'est vraiment par là que ça commence, ça paraît. Mais, et c'est là que je voulais en venir aussi, une autre conséquence. Oui, alors, simplement, Gérald Darmanin, en justifiant ce premier article, a dit, mais ce n'est pas une nouveauté, nous ne faisons que transposer à l'admission au séjour ce qui existe déjà comme critère de naturalisation. La naturalisation, c'est quelque chose qui se passe à une toute autre étape de la vie, souvent 10 ans après, même s'il suffit de 5 ans normalement pour faire la demande, mais enfin, c'est quand même ça la durée. Et ça n'a aucun sens d'exiger dès l'admission au séjour durable des critères qui en fait valent pour la naturalisation, qui est une étape extrêmement différente. Donc cette confusion des genres entre l'admission au séjour et la naturalisation est extrêmement frappante. Et historiquement, quand on remonte la piste de cette proposition, cette idée qu'il faut s'engager à s'intégrer, à s'assimiler même d'entrée de jeu, c'est Nicolas Sarkozy, dans ses livres de campagne, lorsqu'il a voulu reconquérir la présidence, qui a été le premier à faire ça. Il ne l'avait pas fait pendant sa présidence, son mandat au ministère de l'Intérieur, mais il a effectivement insisté beaucoup sur cette... c'est lui qui a lancé l'idée et finalement les LR la reprennent et l'ont même introduite. Donc, enfin, Gérald Darmanin et les LR ont simplement durci le niveau de langue exigé par Gérald Darmanin. Bon, alors évidemment, j'aborde la question du travail et des métiers en tension. La loi, le projet de loi, c'est un peu 2 lois en une. Et d'ailleurs, maintenant, on se rend compte qu'on pourrait peut-être les séparer, qu'avec ce projet un peu étrange, qu'il pourrait y avoir une loi de droite pour reconquérir la droite, une loi de gauche pour conquérir la gauche. La gauche pourrait être intéressée par la régularisation des personnes qui travaillent dans les métiers en tension. La droite, évidemment, insiste sur l'intensification de l'ampleur des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, leur efficacité, etc. Et les politiques d'intégration ex ante. Bon, je ne sais pas quel sera le sort de cette loi. Je pense que l'introduction du volet travail était quand même très intéressante dans cette loi. Et là, peut-être que je ne serai pas suivi par tous les spectateurs de ce webinaire. Je pense qu'il y avait une occasion à saisir, à mon avis maintenant elle est perdue, mais il y avait une occasion à saisir
Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, on dispose d'une petite passerelle très fragile qui permet de régulariser les personnes au titre du travail, mais aussi au titre de la famille. À peu près 10 000 personnes par an qui sont régularisées grâce à la circulaire Valls au titre du travail, puis 20 000 pour d'autres motifs. Et ce qui est frappant, c'est que cette circulaire, elle a été classée par le Conseil d'État qui a consacré un rapport au droit flou il y a quelques années, alors que cette circulaire venait d'être créée. Le Conseil d'État s'intéresse mentionne au passage la circulaire Valls et dit c'est formidable, c'est une circulaire qui n'est pas impérative, mais qui a le mérite de donner au préfet des critères homogènes pour la régularisation des personnes, et donc ça rétablit une certaine égalité républicaine. Dans la pratique, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Puisque, et là, c'est ça qui est formidable dans notre République, on a toute une série de rapports, je les cite, je les exploite, qui diagnostiquent les défaillances, les dysfonctionnements du système avec une précision extraordinaire, notamment parce que ces différents rapports de la Cour des comptes, du Conseil d'État, de la députée chargée d'étudier le financement des autorisations exceptionnelles de séjour dans la loi de finances votée à l'automne dernier, etc., ces différents rapporteurs ont écouté les associations, ont auditionné les associations, dont la CIMAD, qui a joué un grand rôle pour dénoncer tous ces dysfonctionnements. Et ça, c'est très intéressant. Après, dans la loi Darmanin-Dussopt, qu'y a-t-il sur ces dysfonctionnements? Pas grand-chose. Le ministre, manifestement, pense qu'une bonne partie de ces dysfonctionnements pourraient être réglés par une gestion interne améliorée et notamment par les moyens supérieurs qui ont été accordés dans la LOPMI, la loi sur la sécurité. Il y a un financement considérable qui a été accordé à l'augmentation du budget des actions numériques du ministère de l'Intérieur. Bon, cela dit, ce qui est très intéressant, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, il y a une rupture d'égalité entre les territoires pour ce qui est de la régularisation. C'est-à-dire que, par exemple, la députée qui a fait le rapport pour la loi de finances sur les autorisations exceptionnelles du séjour, elle s'aperçoit qu'il y a certaines préfectures où les dossiers de régularisation, qui sont des dossiers complexes, il faut cumuler les preuves de présence résidentielle, éducative, médicale, associative, professionnelle, bien sûr, etc., que les dossiers en bonne et due forme ont été déposés il y a 5 ans et n'ont toujours pas reçu un début de traitement. Elle s'enquiert des origines de ces dysfonctionnements, elle arrive à contacter des agents qui lui disent « c'est le préfet qui, à cause de notre faiblesse en moyens, a décidé de donner la priorité au renouvellement des titres de séjour, qui est déjà problématique, puisqu'on dépasse les délais des files d'attente numériques, et de ne pas répondre aux demandes de régularisation, même si elles sont légales. » Et donc, les préfets, la Cour des comptes, par exemple, explique que dans 3 des préfectures de l'Île-de-France, les préfets ont purement et simplement décidé de ne pas traiter les autorisations exceptionnelles de séjour. Donc là, si on est un tant soit peu républicain, on devrait quand même être choqué par cette rupture d'égalité entre les territoires. C'est à mon avis un grand principe qu'on peut invoquer à tous les niveaux, quelle que soit l'adhésion à l'orientation politique de chacun. Et du coup, les préfets sont devenus de véritables potentats locaux. François-Noël Buffet, le président de la commission des lois du Sénat, a critiqué le projet de loi Darmanin en disant « mais une bonne partie de tout ça, ça dépend uniquement de l'action du préfet, il faut laisser les préfets libres de décider, d'étudier les choses au cas par cas, on n'a pas besoin de mettre ça dans la loi ». Parce qu'effectivement, la loi Darmanin introduit une nouveauté très intéressante, qui est que finalement, la circulaire Valls serait inscrite dans la loi. Et que du coup, les critères étant remplis, à peu près les critères définis dans la circulaire Valls, les personnes intéressées, en situation irrégulière, mais ayant un travail depuis un certain nombre d'années, ayant des fiches de paie, etc., pourraient recevoir d'office le titre de séjour s'ils travaillent dans un métier en tension. Et c'est ce côté d'office sur lequel se braque notamment la droite sénatoriale, qui estime que c'est récompenser la fraude, etc. Voilà un peu un des enjeux de la loi Darmanin. Et moi, je faisais partie des gens qui pensaient que si on pouvait
pousser effectivement cette partie-là de la loi, ça aurait été bien, mais à condition que la gauche s'intéresse à la chose au lieu de la disqualifier a priori. Mais bon, je ne, je ne vais pas plus loin dans l'analyse politique de ce qui va se passer. Une autre partie du livre, je veux pas, parce que je pense avoir abordé pas mal de sujets en fait dans cet ouvrage, est consacrée à finalement et c'est, il faut quand même que je parle du titre de l'ouvrage, le grand déni. Le grand déni, c'est le fait que euh, dans des fractions assez importantes de la droite républicaine et bien sûr de l'extrême droite, il y a l'idée que la France sans l'immigration serait vraiment la France, serait authentiquement la France, qu'il faut revenir à une France millénaire qui aurait été une France sans immigration voilà, depuis le Moyen Âge. Et c'est par la faute de quelques dirigeants, l'impéritie de quelques dirigeants, ou il y a toute une thèse assez complotiste aussi parfois, que finalement la France aurait laissé entrer des migrants et aurait laissé s'installer le regroupement familial, l'aide médicale d'État et autres facteurs d'attraction. Quand on regarde les faits, je pense que c'est un des apports intéressants du livre, enfin à mon avis sur le plan statistique, j'observe que quand on regarde le nombre de Syriens, d'Afghans, d'Irakiens, mais aussi d'Ukrainiens, auxquels nous avons simplement enfin, accordé la possibilité de déposer une demande d'asile, notre part, si on prend l'expression récurrente des politiques, aurait dû être située entre 15 et 20%, 15 et 18%, disons, de toutes les demandes d'asile qui ont été déposées en Europe par ces populations d'exilés. Et on en est très loin. On a accueilli seulement, on a seulement enregistré les demandes d'asile d'à peu près 5% des Syriens qui, depuis 2014, ont réussi à déposer une demande en Europe, 4% des Irakiens, 8% des Afghans. On a fait un effort spécial pour les Afghans, mais enfin, c'est reste très inférieur à ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands n'ont pas accueilli 8% des Afghans, mais 38%, quelque chose comme ça, 37%. Et puis même les Ukrainiens, ben finalement, les Ukrainiens sont allés dans les pays où il y a déjà des diasporas ukrainiennes, et nous n'avons accueilli que 4% des Ukrainiens qui ont obtenu une protection temporaire, la fameuse protection temporaire décidée par la Commission européenne. Donc, nous ne sommes pas attractifs. C'est ça qui est très important. Nous pensons être attractifs. Nous croyons que nous avons une série de dispositifs comme l'aide médicale d'État, comme l'ADA, ce pécule donné aux demandeurs d'asile, le droit du sol, etc. Mais si c'était vrai, si nous étions vraiment attractifs, nous aurions dû recevoir des demandes d'asile très supérieures à notre part dans la population ou dans le PIB européen. Nous sommes 15% de la population européenne, 18% du PIB européen. C'est ça qui aurait dû être notre part, et non pas 4 ou 5%. Donc, avec ce critère un peu simple, je pense démonter le mythe de l'attractivité. Et, et du coup, je termine par une idée qui me paraît essentielle, c'est la référence identitaire. C'est l'idée du grand remplacement. Vous savez que le grand remplacement, c'est une fusée à 3 étages. Hein. Il y a l'argument quantitatif, la majorité sera bientôt dépassée par la minorité si on fait des projections. Deuxièmement, c'est un changement de civilisation à cause de l'islam. Troisièmement, tout ça c'est voulu. Il y a des élites mondialisées qui complotent à ce sujet et qui veulent délibérément submerger l'Europe de migrants pour diluer les identités nationales. Et je cite des passages de Marine Le Pen extraordinaires qui montrent que si elle n'utilise pas l'expression grand remplacement littéralement, elle en partage, elle en endosse absolument toutes les composantes, les 3 composantes en question. Et le grand déni, c'est ça, c'est se dire que d'un côté, on grossit l'immigration, il y a un tsunami, une submersion, une invasion, enfin tous ces termes qui sont constamment utilisés, mais de l'autre, ce grossissement sert à justifier une réduction drastique, parfois même une suppression. La limite, c'était Zemmour qui voulait carrément faire de l'immigration en dessous de zéro, enfin abolir rétrospectivement l'immigration en renvoyant chez eux 1 million d'immigrés en l'espace de 5 ans. Donc c'est ça le déni d'immigration, c'est de dire au fond, l'immigration, ce n'est pas une composante normale de la dynamique de la population française, c'est quelque chose de survenu, de tardif, qu'on aurait pu éviter, qu'on devrait éviter.
Et je constate que la droite est divisée sur le sujet. Je n'ai plus qu'une minute, je vois, mais j'arrive à la fin. La droite est divisée. Il y a une droite, et assez curieusement, je commence d'ailleurs par une citation d'Armanin là-dessus, qui admet qu'il existe une composante irrépressible, inévitable, euh, de type migratoire dans la population française, et puis une autre qui considère que c'est quelque chose qui est attentatoire à notre identité profonde. Et là, je fais un parallèle avec les États-Unis, qui me semble important. J'utilise les réflexions de Richard Alba, pour qui j'ai une grande admiration, et qui dit, au fond, il y a un siècle aux États-Unis, les Juifs, les catholiques, les Irlandais, les Slaves ne faisaient pas partie du mainstream de l'identité américaine, alors que aujourd'hui, il va de soi qu'ils appartiennent, qu'ils sont au cœur de l'identité américaine. Je pense que chez nous, nous avons la même évolution. Elle ne sera pas naturelle, c'est pas un évolutionnisme, une position évolutionniste, mais enfin, on a des données objectives qui sont assez claires là-dessus. Et je cite, je mets en exergue, je pense que ça n'a pas été suffisamment publicisé au moment de la sortie de ces résultats l'été dernier, les résultats de l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, la deuxième édition, qui est passée sur le terrain en 2019-2020, 27 700 personnes interrogées, hein, c'est des échantillons considérables, et qui nous apprennent que 31% de la population de la France a un lien avec l'immigration en première, deuxième ou troisième génération, mais que seulement 5% ont leurs quatre grands-parents immigrés. Et même parmi les personnes ayant un lien avec l'immigration maghrébine, 20% seulement ont leurs quatre grands-parents immigrés. Ben, ça veut dire que, certes, à la première génération, ce n'est pas facile de faire des mariages mixtes, mais enfin, à la deuxième et à la troisième, il y a une progression considérable des unions mixtes, un brassage considérable. Et ça, ce sont les données objectives qui me font penser que, en fait, et c'est la dernière phrase du livre et la dernière phrase de mon topo, nous ne sommes pas en face, nous ne devons pas faire face à un grand remplacement, mais à un grand renouvellement. Nous devons dilater l'image que nous nous faisons de l'identité de la France et intégrer, voilà. Et donc, je pense que je vivrai assez vieux, ça commence déjà, c'est pas encore fait, pour que on puisse considérer de façon tout à fait normale que des gens portant des patronymes ouest-africains, maghrébins, etc., font totalement partie de l'identité de la France. Voilà, en quelques mots, les, les principaux, je dirais, arguments de cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le temps, ce qui va nous laisser du temps pour la discussion. Il commence à y avoir des questions que les personnes qui assistent n'hésitent pas à en ajouter. Et puis, je les prendrai à la fin des quelques petites minutes que je vais prendre pour commenter cet ouvrage. Alors, bah, ça tombe bien parce que c'est pas forcément c'est les mêmes éléments que je vais souligner. Je pense que j'ai probablement été un peu orientée par moi, mon intérêt d'historienne et de politiste sur la question. Donc, ce que je vais d'abord souligner, c'est en fait tout le plaisir de lecture que représente cet ouvrage, dont l'écriture est claire, vivante, mais surtout qui livre une histoire vraiment incarnée de cette politique, enfin de cette question de l'immigration dont se saisissent de plus en plus les politiques alors depuis ces 10 dernières années, mais on pourrait dire que ça fait quand même 30-40 ans que c'est le cas, avec des acteurs de cette politique, que ce soit des élus, des membres du gouvernement, des membres de l'opposition, des chercheurs, des journalistes, mais aussi, on l'a bien vu dans ton exposé aussi, des membres de l'administration dont le point de vue est donné, et y compris le point de vue des intéressés eux-mêmes, hein, des immigrés. Tu donnes la situation dans laquelle peut se retrouver un Afghan qui veut quitter l'Afghanistan et à quel point il se trouve devant deux voies possibles. L'une, celle de demander, comme le veut la législation, un visa pour demander l'asile, mettons en France, au consulat du pays le plus proche qui serait à ce moment-là l'Iran, ou de décider de partir et d'atteindre la France par tous les moyens. Et tu montres bien comment, d'un point de vue administratif, ce sont deux routes extrêmement différentes, mais du point de vue de l'immigré, en réalité, enfin de l'immigré, du demandeur d'asile,
En réalité, les frontières sont beaucoup plus floues. Et ça, c'est vraiment des changements de perspective qui, je trouve, sont extrêmement parlants et nécessaires, surtout. Donc, voilà, tu livres cette histoire que je trouve incarnée et on se sent un peu emporté dans les contradictions. Ah, ça, c'est tu l'as bien montré dans ton exposé, dans toutes les contradictions que révèle cette politique. Donc, tu dis que les politiques ferraillent à coups d'idées simples, alors que bah, justement, les messages sont beaucoup plus complexes. C'est par d'ailleurs cela que tu as commencé ton exposé. Et c'est vrai que ça, tu le soulèves bien, ces contradictions. Donc, y en a quelques-unes qui m'ont particulièrement, que j'ai trouvé particulièrement parlantes. Effectivement, donc, tu as évoqué la politique de la francophonie, à quel point elle évolue, c'est conçu comme une politique d'influence. C'est aussi hérité évidemment du passé colonial de la France. Et d'un autre côté, on veut limiter les entrées, limiter les visas d'étudiants qui viennent de ces mêmes sphères pour étudier en France. Également, autre contradiction très intéressante qui est soulevée dans l'ouvrage, c'est la question de Mayotte. Et là, pour avoir travaillé pas mal sur la question de ces années 50, 60 et la question de l'Algérie à ce moment-là, et à quel point la France, pour ne pas se séparer de l'Algérie, a proposé des choses, et à quel point ça suit les mêmes logiques. La discontinuité républicaine, le fait que les lois n'étaient pas appliquées de la même manière dans le territoire, l'effet d'appel d'air. Donc ça, on crée ce département à Mayotte dans l'océan Indien, et après on s'étonne que les gens veuillent le rejoindre. Et c'était un petit peu ce qui s'était passé aussi quand la France, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a accordé, a changé le statut des citoyens des colonies et des citoyens d'Algérie en leur donnant le statut de citoyen de l'Union française, qui leur a donné la libre circulation, qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et bah, ça a créé un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont venus, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont venus en France, pour certains, alors que ce n'était pas une politique qui était déterminée ni souhaitée par les autorités françaises, et en particulier les employeurs, qui ont essayé de jouer des accords avec d'autres pays pour contrer ce flux. Et donc, on est typiquement dans ce genre de situation, 70 ans plus tard, même 80 ans plus tard, à vouloir maintenir une présence et à eh bien, être confronté aux contradictions que cela suscite. Et donc, je pense qu'on peut avoir une lecture coloniale de cette attitude. Et je lis d'autant plus que voilà, il me semble que la question coloniale est matrice aussi de la politique de l'immigration française, et donc elle retrouve des expressions dans cet exemple. Et donc, face à ces contradictions, ce qu'on comprend bien à la fin de ton ouvrage, c'est que le courage, ce fameux courage en politique qui est brandi, on sent que vraiment la métaphore du chevalier qui ne va pas fléchir de sa main, il va bien maîtriser les flux. Bon, le courage, en fait, il est plutôt d'être réaliste vis-à-vis de la question de l'immigration, ce que font, tu dis bien, les chercheurs, les journalistes, que finalement d'avoir peur de braquer son électorat en proposant une législation qui répond aux questions qui se présentent face aux flux migratoires. Donc ça, il me semble que c'est donc ce dont je parle dans cette intervention dans AOC. Je parle d'une politisation incessante de l'immigration qu'on voit sur le temps long. C'est que les propositions qui sont faites sont, à mon sens, davantage pour ancrer à gauche, à droite, une politique gouvernementale, que vraiment répondre à une question qui se pose. C'est ça le problème, c'est que, donc tu le dis aussi autrement, c'est-à-dire que c'est une législation, une politique qui est présentée pour satisfaire un électorat et non pas pour répondre à un problème qui sont les immigrés, d'où l'intérêt de montrer quelle est la perception, de renverser le regard et de montrer quelle peut être l'expérience des immigrés sur la question. Donc c'est vraiment un ouvrage qui, je trouve, permet de clarifier de nombreux développements récents qui peuvent entraîner la confusion
tu le citais, et moi aussi, j'avais eu un peu cet effet de me dire, mais ça, c'est les étapes du processus de naturalisation ou d'intégration. Ah oui, tu me montres très bien qu'en fait, on a conflaté les deux et à quel point bah, ça représente un abus. Mais clarifier, mais aussi recenser, alors pas au sens numérique, mais aussi au sens des sources. C'est un ouvrage qui est fondé, il faut le dire, sur des chiffres, certes, mais aussi de nombreuses lectures, de rapports, de rapports de la Cour des comptes, de Conseil d'État, même d'ouvrages d'hommes politiques dont moi, j'avoue, j'admire la patience et la ténacité que tu as démontré pour les lire. Donc, il y a vraiment un véritable exercice en analyse de la mise à agenda de l'immigration. Tu fais cette chronique de l'année 2022 et on voit très bien se mettre en place des moments. Il y a eu d'autres moments politiques comme ça. Donc, tu montres que les dossiers sont discutés, c'est prêt. Et puis finalement, c'est un fait divers, hein, ce fait divers à l'automne 2023 de l'assassinat de la petite Lola, qui fait remonter le dossier à l'agenda politique. On a vu un peu le même phénomène, un peu dans le sens inverse, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui démarre un petit peu dans l'ignorance de l'ensemble de la population. Et puis, c'est au moment où il y a un fait divers dans le Bordeaux Vintimille, donc ce jeune homme algérien qui avait été jeté par la fenêtre par des légionnaires, qui fait que la question qu'il critique, enfin qu'il dénonce, les discriminations, est portée tout d'un coup à l'agenda politique. Et ça, en historienne du politique, je peux que être admirative d'avoir réussi à faire ce type d'analyse si proche, juste 6 mois, ou en tout cas au moment où cette histoire était en train de se faire. Donc, voilà, je ne voulais pas non plus résumer l'ouvrage, je voulais plutôt donner envie de le lire. Ça donne envie, en fait, de prendre de cet ouvrage quelque chose qui me permet de remettre à plat, qui fait un travail de clarification très important, très intéressant, et ensuite qui peut permettre de mener des analyses suivantes. Je pense qu'il y aurait sans doute ce fil rouge de la question coloniale, matrice des politiques d'immigration, qui réémerge à certains moments. On peut penser aussi à comparer la réception qui est faite aux Ukrainiens par rapport à ce qui avait été fait aux Boat People, qui était quand même lié à un territoire anciennement colonisé, qui permettent, à mon sens, je pense que tu fais vraiment œuvre d'analyse historique de la politique d'immigration et qui va marquer un jalon, en fait, dans les années à venir, même si, comme tu le dénonces aussi, et on s'en rend tous compte, il y a cette inflation législative qui fait qu'on a un peu l'impression que c'est difficile à suivre et il est difficile de saisir la lame de fond autre que l'écume. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui permet petit peu de faire ça. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur cet ouvrage, mais qui n'est pas vraiment, une question. Enfin, si ce n'est peut-être ce dernier élément que je mentionnais, est-ce que tu vois effectivement cette importance du passé colonial, enfin en tout cas cette matrice coloniale dans les politiques d'immigration? Peut-être que tu n'as pas forcément eu l'occasion de le développer dans cet ouvrage. Donc, ce serait peut-être la question d'approfondissement que j'aurais. Et ensuite, j'ai vu apparaître une question que je pourrais te poser peut-être après cette première réaction. Oui, et ben, d'abord, merci Angéline pour cette lecture très bienveillante. Je me demande même si elle ne l'est pas trop, mais enfin, je suis ravi qu'une historienne de ton calibre apprécie aussi voilà, les résonances entre le passé et le présent que j'ai essayé de développer dans cet ouvrage. En même temps, j'exploite aussi les faits divers. J'avais toujours été frappé, Gérard Noiriel a souvent cité cette phrase de Bourdieu, que le fait divers, ça fait diversion, que les choses ne se passent pas. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Il y a des faits divers qui sont hautement significatifs et les faits divers servent en quelque sorte de réservoir d'argumentation pour toutes les forces politiques en présence. La façon dont l'affaire Lola devait être exploité, ne l'a pas été totalement, puisque la famille, avec une dignité absolument incroyable, s'est opposée à toute exploitation politique. Et je montre à quel point même Éric Ciotti a été obligé de renoncer à participer à la marche pour Lola. Par contre, je crois que c'était 15 jours après, l'affaire de l'Ocean Viking a permis cette fois de lâcher la bride complètement. Et j'entre un peu dans le détail de cette affaire. Donc, je crois que l'actualité, les faits divers, tels que les bons journalistes arrivent
aussi aller commenter l'exploiter. Moi, je suis très admiratif de ce que certains journalistes peuvent faire dans quelques grands quotidiens ou quelques grands hebdomadaires, parce qu'ils doivent faire des commentaires à chaud, alors que moi, je fais des commentaires 3 mois après, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Mais voilà. Alors, sur l'aspect colonial, oui. Plus j'avance dans mes études, plus je suis convaincu qu'effectivement, l'argumentation, enfin, le lien avec le passé colonial, avec les forces de domination coloniale, et ça, bon, le chapitre sur Mayotte me semble une illustration exemplaire de ça. J'ai été très favorablement impressionné aussi par le livre de Sylvain Laurence qui montre bien à quel point la politique de la direction de la population et de l'immigration, la défunte DPM, où il y avait beaucoup d'anciens coloniaux recasés, hein, c'est ce qui montre au passage, avait effectivement finalement développé une hiérarchie entre les désirables et les indésirables, qui est une hiérarchie raciale, qui n'est jamais apparue dans la loi. Elle est apparue dans la fameuse lettre de De Gaulle à Pierre-Henri Tedjen à la fin de la guerre, mais ensuite elle n'est plus jamais réapparue dans aucun texte officiel. Mais en réalité, en filigrane, elle commande pas mal d'actions, ne serait-ce que dans le choix des pays où on va lancer des missions de recrutement, dans la rapidité avec laquelle on a effectivement régularisé les Portugais et les Espagnols, parce que ça paraissait tellement plus désirable que les Maghrébins, etc. Enfin, il y a toute une série de choses. Et là, les historiens, vraiment, quand ils ont accès des archives à la littérature grise interne aux administrations, font des choses absolument passionnantes. Je vais d'ailleurs consacrer mon cours du Collège de France de l'an prochain à la question coloniale, c'est-à-dire au lien entre migration et colonisation. Donc, je vais essayer d'approfondir cette chose-là. Je vais y intégrer l'immigration forcée, la question de l'esclavage. Enfin bon, je travaille avec Özge Biner, donc, qui est ingénieur-chercheur auprès de la chaire, donc à la fois structurer le cours et organiser le séminaire où nous avons invité une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ces questions-là. Donc oui, mais c'est vrai que je n'ai pas développé l'argument directement en tant que tel. Il y aurait beaucoup de choses Mais c'était à déjà un faire. petit peu Oui. distillé, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai attrapé. Il y a deux questions qui Eh bien, sont très bien, formulées, donc si allons-y. tu veux, je vais. Allons-y. Donc il y a une première question qui a à voir avec la personnalité de Pascal Brice, qui était directeur de l'OFPRA. Oui. Et donc on te demande si tu pourrais en dire un peu plus sur ce que Monsieur Brice déplorait ou a essayé de mettre en place pour attirer les Syriens. Bon, ben, écoutez, Pascal Brice, je fais juste une petite note de renvoi dans l'ouvrage à un moment. Pascal Brice, lorsqu'il était directeur général de l'OFPRA, hein, c'est une allusion à ça, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, avait installé une petite mission à Munich, à la gare de Munich, au moment, en août 2015, pour essayer de détourner une partie des flux des Syriens, parce qu'il y avait l'idée que la France, fidèle à sa tradition républicaine d'accueil, devait aussi prendre sa part dans l'accueil des Syriens. Je rappelle que Manuel Valls, donc, qui avait nommé Pascal Brice, dans un discours au Parlement, euh, là, peu de temps après le discours d'Angela Merkel, et je cite ce texte intégralement parce qu'il dit, voilà, la France doit prendre sa part, il faut absolument que nous accueillions une partie des réfugiés, etc. C'est conforme à la vieille tradition d'accueil de la France, etc. Il est très embêté à ce moment-là parce que comment peut-on défendre la tradition d'accueil de la France quand on a un voisin qui accueille 10 fois plus, hein? Le bilan de 2014 à 2021, c'est quand même que les Allemands ont enregistré 17 fois plus de demandes d'asile de Syriens que nous, 17 fois plus. Et si on rapporte ça à la population des deux pays, bon, c'est 14 fois plus. La différence est énorme. Et heureusement pour Manuel Valls, il y avait le groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, qui avaient décidé de n'accueillir personne. Et donc, du coup, la France occupait une position voilà, de juste milieu entre ceux qui accueillent trop et ceux qui n'accueillent rien. C'était un peu facile. Ce qui est important de le rappeler, c'est que Manuel Valls avait évoqué le dispositif de la protection temporaire qui existait déjà dans le dispositif européen et ce qu'on a accordé donc aux Ukrainiens. Hein, et il l'évoque dans ce discours à l'Assemblée. Il dit qu'il n'est pas question d'accorder ce statut aux Syriens parce qu'ils risqueraient d'en profiter pour demander l'asile. Hein. C'était ça le. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est discuté avec Pascal Brice. Toujours est-il que Pascal Brice a raconté
dans son livre un peu autobiographique, le récit de son expérience, l'échec de cette volonté d'accueil des Syriens, de la même façon qu'il a eu beaucoup de mal à convaincre les gens qui étaient dans la jungle de Calais de demander l'asile en France. Hein. Ils voulaient surtout aller en Angleterre. Alors, il a réussi à convaincre certaines minorités, les Érythréens, enfin, il raconte tout ça en détail. Mais je crois assez honnêtement, il raconte l'échec Mhm. de ces tentatives parce que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a les préférences des migrants eux-mêmes. Et les préférences des migrants, comme je dis souvent, ben, c'est bizarre, mais les préférences des migrants, ils préfèrent aller dans les pays qui se disent prêts à les accueillir. Voilà. C'est un des facteurs un peu bizarres. Et bon, Comment alors il y a aussi savoir la question pourquoi? de la langue. On parle davantage l'anglais en Allemagne qu'en France, ça doit contribuer. L'Allemagne avait peut-être des besoins supérieurs à la France, mais il ne faut pas exagérer cette idée parce que nous avons nous-mêmes des besoins dans notre économie et à tous les niveaux de qualification, pas uniquement au niveau les plus qualifiés. Donc voilà, je crois que Pascal Brice a été très contraint, très contenu dans l'exercice de ses fonctions et qu'aujourd'hui, à la tête de la Fédération des associations de solidarité, hein, c'est ça qu'il fait en ce moment, il joue un rôle tout à fait positif pour essayer de faire en sorte que les choses progressent dans le bon sens. Mmh. Très bien. Ah, donc on a é élu exploré, enfin, bien compris ce rôle. Donc il y a encore une question de, Lisa Motsic qui demande: «Quel rôle, donnez-vous à l'éducation autour des enjeux de migration pour pouvoir aborder ce fameux grand renouvellement, que tu appelles de tes vœux, de manière apaisée dans la population française?» Et qui remercie pour l'intervention. C'est Alors, vrai comment peut-on que faire? je n'aborde pas cette question, mais j'aborde la question de la pédagogie. C'est vrai qu'il y a l'éducation d'une part, il y a aussi la pédagogie politique. Moi, je suis très frappé quand on compare euh, l'affaire des retraites et la question de la migration. Voilà, je rencontre des conseillers à des niveaux assez élevés. Hein. À partir du moment où je suis médiatisé, ça y est, il y a des conseillers qui veulent me voir. Bon, et alors je représente mon affaire, ce ne sont pas des choses très différentes de ce que je viens de vous raconter, et ils me disent oui, mais l'opinion publique. Et alors, je m'interroge, comment fait-on le partage entre les dossiers où il faut tenir compte de l'opinion publique à tout prix, l'immigration, et ceux où il n'est pas question de suivre l'opinion publique, comme les retraites. Hein. On a et ce serait assez intéressant de se poser la question de façon très systématique. Là, j'invite les spécialistes de sciences politiques, dont tu fais aussi partie, parce que tu es à la fois historienne et politiste, qui est que, voilà, comment se fait le partage entre les dossiers où les dirigeants doivent tenir compte de l'opinion publique, notamment parce qu'ils ont peur de ces réactions, et ceux où, au contraire, ils bravent l'opinion publique. Donc, je pense qu'effectivement, la question de la formation, moi, je n'ai pas le souvenir je dis à la fin de mon ouvrage que le président de la République devrait parler plus haut que ses ministres, je souligne plus haut, je le mets en italique, mais on n'a jamais entendu un discours présidentiel, ni même un discours ministériel pédagogique sur la question d'immigration. Euh, c'est toujours des choses dont il faut se protéger, c'est toujours l'insistance sur la délinquance, bon, le casier judiciaire des migrants. Alors quand on voit ce que Gérald Darmanin propose là-dessus, c'est quand même un casier judiciaire assez lourdement chargé, même s'il y a des variations entre ce qui serait punissable de tant d'années d'emprisonnement et ce qui serait effectivement puni de tant d'années d'emprisonnement. Il y a un élargissement, mais enfin, c'est une minorité qui est concernée. Et donc, voilà, il y a toujours ce lien entre immigration et délinquance, ce lien entre péril et danger. Il y a la lourde insistance sur la question de l'islam, évidemment, que j'aborde hein, au passage, Mmh. sur 2 pages au moins, mais enfin, évidemment, sans la traiter à fond, ce sera un ouvrage à part. Euh, oui, alors ensuite, dans le système éducatif, je ne sais pas trop, d'ailleurs, la démographie de façon générale, elle est traitée un peu dans les cours de géographie, elle est un peu traitée dans certains cours d'éducation civique, mais pas tellement. Les historiens en parlent un petit peu, c'est pas très très clair. Ça a été Quand j'ai introduit, mais un peu dans un point de vue économique, tu vois? Oui, c'est C'est ça. intégré dans les programmes, Mais je pense économiques. que ce serait intéressant, par exemple, d'initier les élèves à la lecture des grandes données démographiques. Le site de l'ONU est très facile d'accès. L'OCDE, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, c'est quand même intéressant. Le rapport SOPEMI de l'OCDE, alors il y a des niveaux de difficulté
Enfin, il y a des graphiques extrêmement clairs qui montrent que la France occupe une position tout à fait médiane, voire modeste, dans l'ampleur de l'immigration en Europe. Je pense même que dans des cours de... J'avais vu ça au passage, certains professeurs le font dans des cours de mathématiques. Parfois, on peut prendre des exemples qui sont empruntés à des statistiques migratoires. Et c'est assez intéressant, la différence entre les mêmes données prises en chiffres absolus et les mêmes données prises en proportion, en chiffres relatifs. Toujours dans le côté de la formation, je suis frappé du fait qu'on a eu, à l'occasion du Covid, une formation accélérée à la statistique. Le Monde, par exemple, chaque De jour, 5 santé. journalistes mettaient à jour toutes les données et montraient que quand il y a des enjeux de santé publique, il faut voilà, identifier le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants en définissant bien l'aire Oui. concernée. C'est ça qui permet de comparer les départements, de comparer les pays, de suivre des évolutions. Et si on ne travaille pas en chiffres proportionnels pour 100 000 ou 10 000 habitants, peu importe, on raconte n'importe quoi. Eh bien, dans l'immigration, il y a aussi des choses absolument équivalentes à faire. Techniquement, le problème est tout à fait Mm. analogue. Et ça ferait aussi partie effectivement d'une formation qui ne serait pas de haute mathématiques, hein, mais une formation statistique. Moi, je plaide pour qu'on fasse peut-être moins de hautes mathématiques et plus de bonnes statistiques dans l'enseignement. Oui, oui, je suis d'accord. Et quant à la question de savoir est-ce qu'il faut être pédagogue ou pas, quand on en parle pour les vrais, bon, on a longtemps dit que la raison pour laquelle on ne demandait pas l'avis de la population n'était pas pédagogue, c'est parce qu'en fait, les immigrés ne votent pas. Donc, la retraite, on l'explique parce que ce sont les électeurs, tandis que là, on s'adresse aux électeurs pour leur parler des méfaits de l'immigration, parce que c'est ce... Or, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont touchés par le fait d'être immigrés, puisque, comme tu le disais, un Oui, tiers alors cela a dit, un les enfants grand-parent. d'immigrés et les petits-enfants d'immigrés votent. Voilà. Et je trouve que ce serait intéressant quand on fait des sondages sur l'immigration, typiquement le sondage Fracture française, fait 2 fois par an par l'Institut Montaigne, Sciences Po, etc. Bon, on ne sait pas qui parle. On pourrait demander un peu aux gens, mais quel est votre lien avec l'immigration? Êtes-vous vous-même immigré? Enfin, alors on ne va pas utiliser immigré, mais on va prendre la question sur le pays de naissance. Parce que là, on fait un grand... Ce qui me frappe dans les sondages d'opinion, c'est quand on regarde des questions extrêmement crues du genre, pensez-vous que les immigrés ne font en général aucun effort pour s'intégrer? Les 2 tiers des Français disent oui, ils ne font aucun effort pour s'intégrer. Qu'ils sont de trop, qu'il y a trop d'étrangers en France, qu'on ne se sent plus chez nous en France. Vous voyez, des questions de ce genre-là qui ont été empruntées directement à des questionnaires américains, hein, il faut le savoir. Pew Research Center. Et Gallup, etc. Mais quand on regarde le détail et des réponses en fonction de l'orientation politique, ça change du tout au tout. Ça varie de 30% à 90%. Les électeurs du Rassemblement national sont 90% à penser qu'ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer, qu'il y en a trop, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des constats, ce sont des jugements politiques. Et je crois que c'est important de le rappeler. Et je signale aussi que pendant le Covid, pour l'enquête fracture sociale, il y a eu une baisse de 10% des gens qui pensent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer, parce qu'on a découvert quand même que les immigrés, plus qu'à leur tour, étaient présents dans les emplois essentiels qui permettaient d'assurer la continuité de la société. Donc là aussi, la pédagogie, la formation, hein, toujours pour répondre à la question posée, peut aussi prendre des exemples de ce genre. Et il y a une dernière question, il nous reste 2 minutes. Donc, c'est une doctorante en didactique des langues qui Oui. s'intéresse à l'enseignement du français auprès des migrants et qui se demande quelle place doit-on faire aux politiques dans le cadre d'une posture de chercheuse. Y a-t-il une place pour le politique dans la recherche et que penser de ces recherches que l'on dit engagées? Eh bien, je ne vois pas comment on pourrait étudier, il y a beaucoup de sujets, hein, comment on pourrait étudier l'immigration sans s'intéresser aux politiques migratoires, sans être capable de les décrire, sans être capable de décrire le rapport qu'ils entretiennent avec la réalité. Parce que je crois que le monde politique, on l'a très très bien vu, par exemple, dans la course à la présidence des LR. Il y avait une surenchère entre les candidats. Vous vous souvenez de cette primaire il y avait aussi la primaire pour être le candidat présidentiel à la présidentielle des LR. Bien sûr. Et quand le système, et en plus c'était les militants et non pas les sympathisants qui étaient les électeurs, alors à ce moment-là, on est dans une surenchère interne.
on ne regarde plus le rapport à la réalité. Mm. Si quelqu'un dit il faut un moratoire sur la migration familiale pendant 5 ans, le suivant surenchérit, non, non, il faut stopper l'immigration familiale, point, etc. Et on ne regarde plus les données, personne ne signale que la migration familiale, en fait, est contenue depuis 15 ans et a même reculé. Bon. Donc, la surenchère du monde politique crée une espèce d'univers autonome. C'est frappant parce qu'on dit souvent que ce sont les chercheurs qui sont dans leur tour d'ivoire et qui ont les mains propres et qui sont loin de la réalité, et que c'est les politiques qui seraient dans le réalisme, qui auraient la main dans le cambouis, etc. Moi, je suis frappé du fait que, enfin, très souvent, c'est exactement l'inverse. Mm. Et que les chercheurs qui brassent des données, qui visitent, qui regardent un peu la comparaison internationale en se remuant, qui font des observations de longue durée, qualitatives, anthropologiques, sociologiques, etc., des mois durant, qui suivent les trajectoires des migrants, qui recueillent leur point de vue, etc., sont beaucoup plus dans le réel que certains politiques qui sont dans leur surenchère Mhm. interne. Et Tout à c'est un fait. des Donc, faire de messages. la recherche, c'est faire de la politique, puisque Voilà, donc on ne peut pas, mais je prends d'autres sujets. Si moi j'ai fait de la sociologie de la famille pendant une partie de ma carrière, bah, la sociologie de la famille, à un moment, c'est inévitable, il y a la politique familiale. Il faut Mm. pouvoir traiter la politique familiale, les principes de la politique familiale, les tensions, les divisions sur ce sujet, les comparaisons entre pays, mais tous les sujets. Alors c'est vrai que c'est plus intense, c'est plus sensible dans le domaine des migrations que dans d'autres, mais enfin, prenez les retraites, vous analysez voilà, le système fiscal, vous analysez le, vous ne pouvez pas ne pas vous engager finalement. Mais s'engager, ça ne veut pas dire je prends parti comme ça dans l'absolu, je suis pour, je suis contre, etc. C'est quand même étayer tout ça par des Voilà. données, Mm. suivre une Mm. méthode, hein, la méthode statistique, ses exigences, etc. Et je pense qu'à force voilà, de méthodes, de données qui ne sont pas nécessairement quantitatives, hein, qui peuvent être des qualitatives bien conduites, bien menées. Et au sein de l'Institut Convergence, on a de tout. Hein, c'est ça qui est formidable. Et bien à ce moment-là, sur cette base-là, oui, on peut prendre parti et dire que bah, telle solution a été réelle ou a été proposée déjà 1000 fois et n'a pas marché, etc. Enfin, et ça, c'est un engagement absolument indispensable. Il y a une bonne distance à avoir. Voilà, il faut mettre en balance la distance et l'engagement, mais supprimer l'engagement pour soi-disant faire de Mm. la recherche pure et dure, c'est à mon avis totalement irréel. Ouais. Ben, merci pour ce dernier mot. Je pense que ça répondait à la fois bien à la question et ça répondait bien aussi au sujet qu'on s'était donné avec ce Parlons Migration aujourd'hui. Donc, je dis merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je te dis merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions et de présenter cet ouvrage. Ben, je clôt la Mais c'est à moi, discussion. c'est à mon tour de te remercier, Angéline. C'était vraiment très agréable de travailler avec toi. Merci et au revoir à tout le monde. Plaisir partagé. Au revoir et bonne fin de journée à tous.